sera de très bonne qualité. En tout cas, elle est très bien traitée dans la région d'Aït Hichem, entre autres. Donc le tapis d'Aït Hichem est très célèbre à travers le pays. On va voir un petit peu, on va le redécouvrir grâce à Fariel Hamdi qui s'est déplacé vers les détenteurs du savoir dans cette région. Voyons un petit peu. Manifestation réservée exclusivement à l'artisanat traditionnel du tapis, qui survit malgré les contraintes et les aléas du temps, dans une ambiance festive marquée par une présence des visiteurs et des amateurs de ce métier ancestral. Cette 9e édition, donc, elle a été dédiée à toutes les femmes tisseuses, à toutes ces gardiennes de mémoire qui ont pu maintenir cet art de tissage à ce jour. Ce festival a vu cette année la participation de tisseuses d'Aït Hichem et d'autres artisans venus de différentes localités et d'autres wilayas du pays, tels que Ghardaya, Khanchla et Oum el-Bouagui. زربية تاع مبواقي اسمها زربية الحركاتية. كاين الحنبل، كاين عدة، كاين حنبل المرقوم، حنبل البوزيقة، تسمى هذو التنوع. كاين القشابية، كاين البرونس. هذو المرأة تخدم منذ القدم. لي سيمبول فيها تاعها هي انه عندنا ذاك الوان طبيعيه تمتاز بها المنطقه، هي الاحمر الابيض الاسود، ما نكثروش منه بزاف بس السيمبول تاعها هو اللون تاعها. عندنا ذاك رموز بربريه، الرموز عندك كاينه رموز، كاينه رمز يرمز الزهره، العفس، ذاك الذيب كيما نقولوا، كاينه رقبه البعير، كاين ذاك الشنقاله، كاين عندنا رموز مسميينها على البيئه. الزربيه تاع غرداء تتميز باللي موتيف تاعها باين سبيسيال موضه تاع غرداء، كان مخدمه بالصوف، مخدمه بالفيبران سنتيتيك. كان دو موتيف، كان موتيف بينيزغان، موتيف غندوره موزابيت، معروفه على انترناسيونال. Cette nouvelle édition a rendu hommage à deux doyennes, les tapissières Ben Ouamer Houria et la défunte Ghanima Aïti Saad. Parmi ces femmes, donc, il y a Aïti Saad Ghanima, donc, qui a été Moudjahida, donc elle a fait la révolution. Après la révolution, donc, c'est elle qui a relancé le tissage à Aït Hichem. Elle a pris toutes les filles, même de toute la région, donc elle les a ramenées, elle leur a appris à tisser le tapis. Et ça a été un apport économique très important dans la région. Parmi aussi eux, donc Benoît Amar Houria, donc qui était Moudjahida et qui après elle s'est mariée au village d'Aït Hichem, donc et elle a appris le tissage du métier le métier du tissage. Donc elle a fait la révolution fait Abi Youssef, donc c'est une commune voisine à notre commune. Après l'indépendance, donc elle s'est mariée au village d'Aït Hichem et c'est là qu'elle a appris à tisser. Cette 9e édition a été l'occasion pour les visiteurs de s'imprégner de cette activité qui retrace un pan entier de la vie des tisseuses et de comprendre les étapes de la réalisation de ce tapis coloré. On a compris grâce à Fariel Hamdi que l'objectif de cette rencontre dédiée au tissage était essentiellement la préservation du legs ancestral. On a parmi nous ce matin vraiment une battante dans ce domaine. Il s'agit d'Amina Youssef Rodia, bienvenue. Bonjour. Vous êtes maître artisane en tissage et formatrice et conférencière en la matière également. Bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, nous avons tapissé le décor grâce à vous. Oui, parce que ce sont vos réalisations, vos créations qui sont ici. On tire une sonnette d'alarme, oui. On m'a envoyé tout à l'heure dans le reportage, beaucoup sont en train d'abandonner. Effectivement, là, je suis venue parler d'un projet que nous venons un petit peu de finaliser.
avec l'association Femmes en Communication, en partenariat avec l'Union européenne. Nous sommes déplacés vers une région qui nous a beaucoup étonnés, qui est la Rouate. La Rouate, oui. La Rouate compte 2000 artisanes en tissage, un chiffre qui est très important pour nous. Excellent. Nous voyons les difficultés un petit peu de toutes ces régions en matière de tissage. Tissage dit ne pas tisser la laine, aussi tisser la halfa. Nous avons été vers les femmes rurales. Il faut dire que maintenant, l'esprit d'une femme rurale, on voit un petit peu une vieille femme, mais en fait, ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles qui s'intéressent quand même à ce que leur grand-mère, leur mère, exactement, un petit peu, parce qu'elles passent par une initiation familiale en général. Exactement. Donc nous sommes allés vers elles. Nous avons vu un berger aussi tout à l'heure. Ce berger-là, il a maintenant, c'est plus des khaïmas, mais des tentes où sa famille héberge en même temps. Donc ce sont des jeunes femmes qui ont appris le métier de leur maman et qui doivent aller et évoluer vers un autre mode de tissage. C'est ce que j'ai apporté par mon expérience. Et mon expérience depuis 2015, je compte remercier aussi l'association Au fil des cultures qui est en France, Madame Caudry. Et c'est elle qui m'a encouragée à faire la promotion du tissage et à lui donner un nouveau cachet. Très bien. Donc vous revenez d'une tournée, vous avez visité plusieurs villes du sud algérien, donc dans le but de rencontrer ces femmes rurales, de voir un peu leur dextérité, mais aussi, comme vous disiez tout à l'heure, faire le constat des difficultés qu'elles rencontrent et aussi voir un petit peu comment développer leur création. C'est bien ça, les objectifs? Oui, elles se regroupent toutes vers une seule opinion. Voilà, on a Mbarka ici, Mbarka qui est une femme rurale et qui a la difficulté de retrouver la halfa parce que la biodiversité n'est plus conservée. On a eu aussi un remerciement, un petit clin d'œil vers le conservateur des forêts qui a donné carrément quelques centaines d'hectares pour planter les plantes territoriales, pour replanter la halfa, on ne peut pas, c'est une plante sauvage, mais bon, pour essayer de replanter tout ce qui est en train de disparaître. Mbarka dit que les gens jettent beaucoup de sachets, mais bon, c'est vrai, dans ce sens-là aussi, nous avons un Timimoun, nous avons eu une artisane qui est venue, qui récupère ces sachets pour les tisser. Donc, c'est un appel. Ça se fait aussi à Tamanrasset. J'ai vu des artisans de l'extrême sud récupérer ces sachets, en faire aussi des objets de vannerie. Donc, elles ont un petit peu remplacé la halfa ou d'autres matériaux, moi je ne connais pas, je suis profane, par cet intrus qui est le sachet de plastique. Effectivement, maintenant la bergère a un problème de matière première. Le berger ne voit plus le mouton comme un élément de biodiversité, on récupère la laine, etc. Ça devient une consommation pour l'Aïd. Donc c'est un petit peu difficile pour elle de récupérer cette laine-là. Et parfois, il fallait lui inculquer des valeurs nutritionnistes aux moutons pour qu'elle puisse avoir un tapis en rapport qualité important, pour qu'elle puisse vendre quelque chose qui soit de qualité et en même temps à bon prix. C'est ça, qu'elle puisse subvenir à ses moyens. Donc mon apport aussi était en design. Depuis 2014, j'ai quand même fait Tiaret, Gardayash, Lala. Là, c'est la Gouate. On va aller vers différentes régions où on trouve la matière première qui puisse être un petit peu consommée. On essaye aussi de leur inculquer le design, changer les motifs. Comme vous voyez là, ce sont des produits depuis 2014. Voilà, ce sont les régions que vous avez citées, sont vraiment des régions agro-pastorales par excellence. Et donc là, on vous voit justement aux côtés de ces artisanes sur ces photos. Là, c'est dans quelle région là que vous étiez? Oui, on a aussi fait un petit check sur les couleurs. Les couleurs, c'est vrai qu'on a maintenant des couleurs traditionnelles, mais elles doivent rester dans les traditions. Elles vont peut-être rentrer dans les musées, mais maintenant, il fallait les égayer avec des chemins de table, des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. Et leur expliquer maintenant, dans les grandes villes, comment ces femmes voient son tapis sur une table ou sur un fauteuil ou sur une chaise. Pas forcément sur le sol. Voilà, pas forcément. Il fallait le ressortir du sol. Dessus, on ne va pas s'asseoir forcément dessus, on va décorer. Un petit peu comme les objets que vous avez amenés aujourd'hui, donc Amina Youssef Roja, on les voit là. C'est vrai que la couleur introduite, ce rose par exemple, n'était pas en vogue dans les temps anciens. Non, le motif est un motif que la dame pourrait retrouver dans les tapis de Om el Bouagui. Mais c'est un tapis pour enfants. Voilà, j'ai eu
il faut aussi, l'enfant parfois est un moyen aussi d'intérêt pour la famille. J'ai eu plusieurs mamans qui disaient, tiens, j'aimerais bien un tapis pour mon enfant, et lui expliquer comment il est fait. Donc c'est un modèle qui a eu beaucoup de succès pour les chambres d'enfants, et certaines personnes ont accepté de jouer le jeu et d'expliquer à leurs enfants comment il vient, d'où il vient et qu'est-ce que le motif signifiait. C'est excellent. Donc, on est toujours dans un esprit didactique, un esprit de vulgarisation. C'est vraiment la conférencière là qui évolue, hein. Et puis, vous avez aussi introduit de belles couleurs, de beaux contrastes sur les deux tapisseries qu'on voit juste à côté de celui des enfants, là, juste en face de moi. Effectivement, ce sont des motifs berbères ancestraux que je garde. La transmission, déjà pour vendre un tapis, on doit raconter son histoire. Donc, et son histoire, elle se trouve à travers son design, à travers ses motifs. Ces motifs-là que nous appelons la adam, qui sont spécifiques à Gardaïa. Et donc, après, il suffit d'appliquer un design très épuré et on peut imaginer que la dame puisse mettre ce tapis n'importe où. Voilà. Et c'est vrai qu'à Gardaïa, il y a une densité de motifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace clair comme sur votre ouvrage. Là, on voit vraiment les motifs traditionnels qu'on retrouve dans le tapis de Gardaïa, mais ils sont agencés de manière différente. D'une façon très épurée, d'une façon très design et très à la mode. Voilà. La composition est complètement différente. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épuré, effectivement. Voilà, c'est un éclatement. Déjà, ça réduit le travail à la femme, donc elle se sent plus légère pour faire un tapis comme ça, et ça va plus vite. Et si ça va plus vite, donc elle peut estimer son prix à quelque chose de plus rentable pour elle et plus facile à vendre. Voilà. Au lieu et adapter un motif, comme on le voit ici sur un sac, sur un objet quotidien. Donc ça peut être un autre accessoire. Là, vous nous avez montré un sac, par exemple. On peut le... Voilà, par exemple, on a inculqué des petits motifs sur des sacs passe-partout. On a fait des sacs au dos, on a fait des poufs. On essaie de sortir le tissage du parterre à l'aménagement. Et économiquement, ça peut être rentable pour ces ménagères ou ces femmes rurales qui ont besoin justement de ressources. Et c'est vrai qu'un tapis avec la densité habituelle prend beaucoup plus de temps. Elles peuvent mettre un mois sur un tapis. Comme la dame de Molbourgui tout à l'heure, elle a des tapis qui sont très très chers, très grands et très très chers. Donc elle met pratiquement 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois pour faire un tapis, alors qu'en 3 mois, elles peuvent faire plusieurs choses. Et ce qui est important, c'est qu'elles doivent se créer un salaire. Elles doivent vivre. Donc ces femmes rurales, on leur a diffusé aussi des émissions de télévision un petit peu étrangères, européennes, sur décoration, etc. Elles se disaient « Ah, je peux faire ça, Bakla Halfa, oh, je peux faire ça. » Donc au bout de 2 séances de formation, on voyait aussi autre chose. Elles n'étaient plus craintives. Elles pouvaient s'exprimer. Oui, et puis vous avez un petit peu, titillé, réveillé leur sens créatif davantage en ouvrant un panel comme ça devant elles. Effectivement. J'ai été charmée de trouver une jeune fille à la Rouate. Là, c'est la chef de projet qui est là, Madame Maya Asgar, qui a tout mis au point pour ce projet. J'ai été charmée de trouver des jeunes femmes toutes pleines d'énergie. Et moi-même, ça m'a encouragée à continuer à faire des formations, à continuer à les aider, à continuer à leur fournir d'autres modèles. Ce sont des modèles que je crée moi-même avec mes idées, avec tout ce que je vois en France, avec mes expositions avec Madame Caudry, que je salue et qu'on salue également. Et là, par exemple, on a un petit cadre. Je ne sais pas si la caméra woman en face de moi, Dida, s'il te plaît, merci. Alors, on va montrer, c'est simplement le motif qui est mis en valeur. On peut après raconter l'histoire de motif. On parlait tout à l'heure du tapis d'Aït Hichem. Les femmes d'Aït Hichem transmettent des messages de mère en fille à l'exécution de chaque ouvrage. Oui, les motifs de Kabylie sont restés berbères jusqu'après, disons, jusqu'après la période de la Fatma Soumer. Parce qu'en fait, cette région n'était pas encore colonisée. Elle a été colonisée en dernier temps. Tardivement. Voilà, pour comprendre les motifs traditionnels du tapis, il faut connaître l'histoire aussi. Donc, les motifs berbères, ces motifs-là de Kabylie, de région en région, chacun a son assemblage.
Oui. Et donc ça permet de retrouver le motif de Beni Hisham, Beni Douala, Beni Yeni, de Ait Hisham, pardon, excusez-moi, Beni Douala, Beni Yeni. Chaque région a sa modification par rapport à ce symbole-là. Par rapport au message transmis. Oui, c'était un travail qui était très conséquent, très important. C'est aussi le directeur de la chambre de Gardaïa de l'Arwat qui nous a cédé l'espace. C'était important pour nous parce on pouvait pas les mettre dans le désert sous une khaïma. Il faisait chaud, c'était tempéré. Il nous a permis un petit peu de faire la formation là-bas. Et l'important, c'est que ces femmes doivent développer un sens du renouveau. Elles ont toujours peur de sortir du traditionnel et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est important. Ça a commencé quand même depuis justement l'instauration comment on appelle, le salon de l'artisanat a permis justement une évolution qualitative vers des visions nouvelles, des créations différentes, un peu modernisées. On le voit à chaque salon, on voit l'évolution. Mais bon, c'est bien de faire ce travail de proximité parce qu'elles n'ont pas toutes la chance de venir dans un salon pareil. Voilà, on a remarqué ça. C'est vrai que c'est vrai que je suis maître artisane depuis maintenant presque 18 ans. J'ai quand même fait ces foires internationales et nous avons communiqué ces femmes entre nous. Et elles me disaient, tu sais, elles veulent pas travailler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis allée vers elle. On va vous prouver le contraire. Voilà, je lui ai prouvé le contraire. J'ai pu communiquer avec ces jeunes filles. Je trouvais ça formidable. Et c'est vrai qu'on les voit, celles qui ont la chance de participer aux salons internationaux sont d'une grande timidité parce qu'elles ne sont pratiquement jamais sorties de leur village, jamais sorties de leur ville. Et donc, quand elles se retrouvent dans des milieux pareils, c'est tout simplement la timidité qui fait qu'elles ne mettent pas en valeur leur savoir-faire. Exactement. Nous avons aussi ouvert un volet sur les stands. Je leur ai dit de ne plus vous asseoir comme ça et de ne plus mettre les tapis par terre parce que ça empêche les clients de rentrer. Donc on a fait une check sur la mise en place d'un stand. Comment vous le faites, comment vous parlez à votre client, comment profiler le client, comment aussi sourire, comment être là, comment expliquer, raconter l'histoire du tapis. Quand on raconte, même si on n'a pas envie de vendre, on raconte l'histoire du tapis. On montre qu'on est professionnel, voilà, on montre qu'on sait faire les choses. Et donc là, on a plus envie, on donne envie aux clients d'aller et de faire un geste pour elles. Absolument, absolument. En tout cas, vos ouvrages ici même voilà, racontent plein d'histoires. Ça, c'est la clé de Taman Rasset. Si on montre, je ne sais pas quelle caméra pourrait prendre cet ouvrage. Allez-y, donnez-le-moi. Ah, ben voilà, on le voit. Très bien, parfait. Vous voyez, ça, j'ai l'impression que c'est la clé du Sud, non? C'est la clé de Taman Rasset. C'est la clé de Taman Rasset, tout à fait. Donc elles ont vu aussi qu'elles peuvent faire n'importe quel autre motif berbère. Et aussi le format peut changer. Là c'est tout petit, c'est facile. Ça c'est des petits napperons. Ça prend pas beaucoup de temps. Et ça peut décorer une table de fort belle manière. C'est des petits napperons, des accoudoirs, des repose-têtes. Il fallait aussi qu'elles aillent vers l'aménagement du domicile. Elles ont vu aussi que leurs grand-mères ont conçu des modèles. Comme Agardaya, c'est le génie de ces femmes-là. Elles ont construit des modèles comme le chandelier, comme la clé, etc. Qu'elles-mêmes, avec leurs histoires, elles pouvaient, avec leur entourage, elles pouvaient créer des modèles à elles. Et qui peuvent être portés également par la femme. Là, vous avez ramené un très beau châle. Chemin de table. Ça, c'est un chemin de table et ça ressemble aussi au châle. Ça ressemble au châle aussi. Ça peut, oui. Nous avons eu aussi des personnes qui disaient, tiens, c'est un châle. Ben, voilà. Eh ben non, c'est un chemin de table. Elles se sont trompées un peu comme moi, mais ça pourrait aussi. Bon, enfin, on a vu des modèles d'écharpes un petit peu tissées de cette façon. Oui, façon on voulait surtout, avec les mêmes motifs. Voilà, je voulais surtout aller vers ces jeunes femmes-là, leur donner un nouveau... Du coup, on voyait qu'elles se détachaient un petit peu de la mentalité de sa maman. Elle disait, oui, moi aussi, je veux faire ça, j'ai des idées. Elle voyait sur les pages Facebook, certaines avaient des pages Facebook, oui, mais dans ces oasis-là, où on a un petit peu, j'ai fait le tour de toutes ces oasis-là, elles n'ont pas la connexion à Internet. Oui. Et donc, elles ne peuvent pas aller au-delà de certaines choses. Absolument, j'imagine, mais en tout cas,
rappelons un petit peu que vous êtes maître artisane vous-même, ça vous a permis un petit peu d'aller vers ces femmes. Vous êtes à l'origine ingénieur, dites-moi. Je suis ingénieur Vous êtes d'État en ingénieur. Je voulais électrotechnique. comprendre un petit peu la transition qui s'est faite pour vous. Alors, je suis ingénieur d'État en électrotechnique. C'est vrai, je suis diplômée suisse-allemand sur les techniques de tissage semi-industriel et artisanal. Je suis diplômée par la Chambre des métiers de Paris sur la communication. Derrière tout ça, il y a une maman. Je suis de Cherchel. Nos traditions, c'était tisser, tricoter, travail de la laine. D'ailleurs, moi-même, j'ai des tissages que j'ai gardés de Cherchel, où il y a la grande maison de tapis. Et ma mère m'a inculqué ça. Ma mère m'a inculqué l'amour de la laine, ma mère m'a inculqué l'amour du travail, l'amour du beau, du design, du renouveau. J'ai vraiment une mère superbe. Et ça vous a donné justement une source d'épanouissement intarissable, j'ai l'impression. Oui. Je le sens à l'émotion. C'est important, c'est très important. D'ailleurs, ces jeunes femmes, je les ai considérées comme des jeunes filles, exactement. Je me retrouvais un petit peu en elles. Et après, à la fin, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui pouvaient donner. Et donc, elles se sont rattachées à moi. Et on a fait, en fait, à la fin, on a avec celle de Timouchent, Tlemcen, non, on n'a pas eu des filles de Gardaïan. On a eu les filles de Larouat, on a eu les filles de Timimoun, on a eu les filles de Tlemcen. On a fait un réseau entre elles. Elles ont fait un réseau entre elles. C'est-à-dire qu'elles s'entraidaient à la fin. Celle de Timimoun disait « j'ai pas de plastique ». Celle de Timouchoun leur disait « on a plastique, on va faire le ramassage pour toi ». Donc elles ont créé carrément un réseau. Elles ont créé un club et une solidarité entre elles qui m'a beaucoup émue et qui m'a donné beaucoup de confiance. Vous nous avez ému, Amina Youssef Khoudja, donc merci pour ce témoignage autour du tissage et de la préservation de ce legs ancestral. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent pour la suite, les tournées prochaines, et puis on vous retrouvera avec plaisir sur ce plateau pour parler de tissage. Je vous en parlais avec tellement d'amour. Nos derniers invités attendent, mesdames, messieurs, donc on va les recevoir tout de suite après ceci.